Ma fiancée a annulé notre mariage par SMS. J'ai répondu, mes condoléances. Puis j'ai transféré son message à ses parents, qui avaient tout payé. 1 heure plus tard, son père m'appelait d'urgence. Moi, 32 ans, je suis, ou plutôt j'étais, fiancé à Jessica, 30 ans. Notre mariage était prévu dans 2 semaines, le 18 octobre. Le lieu était réservé, un magnifique bâtiment historique qui a coûté une petite fortune. Le traiteur était confirmé, les fleurs commandées. Sa robe, une création sur mesure en dentelle et ce que je comprends maintenant être de l'arrogance pure et simple, était payé et attendait sa grande première. Et les financiers de cette grande production, ses parents, Richard et Suzanne Vance. Richard, en particulier, était immensément fier de l'événement, le traitant moins comme un mariage que comme une fusion d'entreprises où il acquérait un gendre qu'il jugeait stable. Ce matin, à 9h17, alors que j'essayais de me concentrer sur un tableur, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Jessica, « Salut, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas en état de me marier en ce moment. Mon cœur n'y est pas et je dois suivre ma vérité. Je suis vraiment désolé. » J'ai lu le message 1 fois, puis 2. Une vague de nausée m'a envahi et les chiffres sur mon écran se sont brouillés en gribouillis insensés. Pendant 1 minute entière, je suis resté assis là, la main tremblant légèrement en tenant le téléphone. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. 4 ans, 1 an de fiançailles, d'innombrables heures de planification abrutissante, tout ça anéanti par un SMS de 33 mots. Puis le choc initial s'est estompé et autre chose a pris sa place. Ce n'était pas de la douleur, pas encore. C'était une étrange clarté froide. C'est le sentiment que l'on a quand on résout enfin une énigme complexe et que l'on voit toute l'horrible image. Toutes les petites bizarreries des derniers mois, les soirées tardives qu'elle prétendait passer avec des amis, l'amitié soudaine et intense avec un gourou du bien-être nommé Joseph, la façon dont elle orientait son téléphone loin de moi, tout s'est soudainement emboîté en un alignement parfait et horrifiant. Mes doigts étaient maladroits, mais ils ont bougé. J'ai pensé à taper 1000 choses, un torrent de colère et de questions, mais à quoi bon? Elle ne m'avait pas accordé le respect d'une conversation, je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une crise de nerfs. Une lueur d'humour noir et morbide m'a frappé. J'ai tapé 2 mots en réponse. Moi, mes condoléances. Ça semblait juste. C'était pour la mort de notre relation, pour la personne que je pensais qu'elle était, pour l'avenir qui venait d'être exécuté. Puis, avec un sang-froid qui m'a surpris, j'ai fait une capture d'écran de son SMS. J'ai ouvert mes emails, joint l'image et l'ai envoyée à Richard et Suzanne Vance. L'objet était simple, concernant le mariage. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Le message parlait de lui-même. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai fourré dans le tiroir de mon bureau. Je ne pouvais pas le regarder. J'ai passé l'heure suivante à faire semblant de travailler, l'esprit vide, un néant rugissant. Le chaos allait arriver, mais j'avais simplement redirigé la tempête vers sa source. Quand j'ai finalement sorti mon téléphone 1 heure plus tard, c'était un champ de bataille. 12 appels manqués de Jessica, 7 de Suzanne, et un, le plus récent, de Richard. Sa photo de contact, une photo de lui sur son bateau, l'air suffisant, me fixait. La notification disait simplement « Richard Vance demande un appel urgent ». J'ai pris une profonde inspiration, l'ai expiré lentement, et j'ai su que je devais attendre. Je ne pouvais pas prendre cet appel dans mon bureau. J'avais besoin d'être sur mon propre terrain avant d'affronter l'homme qui se souciait plus de ses acomptes que de ma dignité. Mise à jour 3 jours plus tard. Merci pour les commentaires et les messages privés. Ça me confirme que je ne suis pas fou. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur l'appel avec Richard. J'ai attendu d'être rentré chez moi ce soir-là, après m'être donné des heures pour laisser l'adrénaline retomber et penser clairement. J'avais besoin de chaque once de sang-froid que je pouvais rassembler. Je me suis versé un whisky et j'ai composé le numéro. Il a décroché avant la fin de la première sonnerie. Thomas. A-t-il aboyé? Ce n'était pas une salutation, c'était une accusation. Richard, ai-je répondu, la voix calme. J'ai reçu ton email. C'est quoi ce bordel? C'est une sorte de blague? J'aimerais que ce le soit, ai-je dit calmement. J'ai reçu ce message de Jessica à 9h17. C'est tout ce que je sais. Il y a eu un son étouffé, puis la voix perçante de Suzanne est sortie du haut-parleur. Thomas, chéri, de quoi parle-t-il?
Jessica a dit que vous aviez eu une petite prise de bec. Elle a juste pris peur, toutes les fiancées passent par là. C'est toi le plus stable, Thomas. Tu dois arranger ça. Tu dois arranger ça. La phrase a résonné dans ma tête. L'audace pure et simple. Moi, le destinataire du SMS de rupture, j'étais maintenant chargé de jouer le concierge émotionnel de leur catastrophe sociale. Suzanne, ai-je dit, un froid distinct entrant dans ma voix, une prise de bec, c'est une dispute pour savoir où dîner. Ceci était une rupture. Votre fille a mis fin à nos fiançailles. Il n'y a rien à arranger pour moi. Richard a repris la parole, sa voix un grognement sourd de fureur contenue. Nous avons plus de 150 000 $ engloutis dans cet événement, Thomas. 150 000 $. Le lieu n'est pas remboursable. Le traiteur a une clause d'annulation qui va nous vider. Ce n'est pas une simple peur qu'on peut balayer d'un revers de la main. La conversation tournait entièrement autour de l'argent, des contrats, de l'embarras social. Pas un seul « est-ce que ça va ?» pas la moindre trace de sympathie. Je n'étais qu'un composant défectueux dans leur machine élaborée. On dirait que c'est une conversation que vous devez avoir avec votre fille, ai-je déclaré. C'est elle qui a rompu l'accord avec moi, et par extension, avec vous. Avant qu'il ne puisse déverser une autre salve de reproches, mon autre ligne a sonné. C'était Jessica. Une vague de colère, chaude et vive, a finalement percé mon calme. Je dois y aller, ai-je dit. Et j'ai raccroché au nez d'Evance. J'ai fixé le nom de Jessica sur l'écran et j'ai appuyé sur « Ignorer », si fort que j'ai cru que l'écran allait se fissurer. Un instant plus tard, les SMS ont commencé, « Tu as tout dit à mes parents ? Tu es passé dans mon dos et tu as essayé de les monter contre moi. Tu sais comment est mon père. C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas t'épouser. Tu es si manipulateur et vindicatif. Tu dois les appeler tout de suite et leur dire que tu as surréagi et que nous sommes en train de régler ça. Mon père menace de me couper les vivres. C'est de ta faute. C'était à couper le souffle. L'abdication complète et totale de toute responsabilité. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans mon bureau. Sur le coin de la table, il y avait une lourde boîte en bois poli. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait la montre chronographe sur mesure que j'avais achetée pour Richard. C'était une pièce magnifique, subtilement gravée au dos, « Richard, merci de m'accueillir dans la famille. Thomas, 18 octobre 2025. La date du mariage. Notre date de mariage. » J'ai fermé la boîte. J'ai ressenti le premier véritable pincement de chagrin. Pas pour la Jessica qui a envoyé ce SMS, mais pour la femme que je pensais épouser, pour la famille que je pensais rejoindre, pour l'avenir qui n'était plus qu'un fantôme. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard, annulant méthodiquement mes arrangements, informant ma famille et essayant de garder la tête hors de l'eau. Le vrai problème, je l'apprendrai bientôt, ne faisait que commencer. Mise à jour 2. La semaine passée a été une leçon d'audace. Les Vance, n'ayant pas réussi à me culpabiliser pour réparer leurs problèmes, sont passés à la récupération d'actifs. J'ai reçu un email de Suzanne déclarant que, puisque le mariage était annulé, j'étais moralement et légalement obligé de rendre la bague de fiançailles de Jessica. Elle a aimablement suggéré que cela pourrait aider à compenser une partie des pertes catastrophiques qu'il subissait. Il voulait que je rende la bague à 22 000 $ que j'avais payé pour qu'il puisse la mettre au clou. J'ai répondu avec un lien vers les lois de notre État sur les dons conditionnels et un simple message, la bague est ma propriété. Considérez l'affaire comme close. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Jessica a commencé une campagne de dénigrement. J'ai commencé à recevoir des appels hésitants d'amis communs. L'histoire qu'elle racontait était que j'étais devenu possessif et distant émotionnellement, que je l'étouffais. Joseph, le gourou, était maintenant l'ami héroïque qui l'avait aidé à trouver la force de partir. Je voulais hurler. Au lieu de ça, j'ai consulté un avocat. Pas pour un procès, mais pour une stratégie. J'ai expliqué toute la situation, le SMS, l'argent, le bail de notre appartement, qui est principalement à son nom, et la campagne de dénigrement. Ses conseils étaient sombres mais stimulants. Vous êtes en guerre, a-t-il dit. Le but n'est pas de gagner, c'est de vous extraire avec le moins de dégâts possible. Documentez tout, ne communiquez que par écrit et protégez vos biens. Armé de cela, j'ai réglé le problème des amis dans une discussion de groupe pour un événement de mariage maintenant annulé.
J'ai posté un message simple, « Salut tout le monde. Je suis sûr que vous avez entendu que le mariage est annulé. Juste pour être clair, Jessica a mis fin à nos fiançailles la semaine dernière. C'est une période difficile et je me concentre sur la logistique de la séparation de nos vies. Je lui souhaite le meilleur. » C'était neutre, mais factuel. Ça rétablissait les faits sans être dramatique. Les messages privés que j'ai reçus par la suite ont confirmé que c'était la bonne décision. Les histoires d'Evans et de Jessica commençaient déjà à se contredire. Le vrai test est arrivé ce matin. Ma sonnette a retenti. C'était Jessica et Joseph. Il était exactement comme je me l'étais imaginé, bronzé, des dents parfaites et le regard vide de quelqu'un qui utilise le mot « synergie » sans ironie. « Je dois prendre mes affaires », a-t-elle dit, sans me regarder. Je me suis écarté. Jessica est entrée et a commencé à pointer du doigt notre vie commune, la télé, la machine à expresso, le canapé en cuir. Pour chaque objet, elle disait « J'ai aidé à choisir ça » ou « Ma mère nous a donné de l'argent pour ça ». Je suis resté là, les bras croisés. J'ai payé la télé. La machine à expresso était un cadeau de mon frère. Ta mère nous a donné $500 pour le canapé. Tu peux l'avoir si tu me donnes les $2500 que j'ai payés pour le reste. Son visage s'est crispé. Le style de vie dont elle profitait, réalisait-elle, était celui que j'avais financé. Puis ses yeux se sont posés sur la boîte de la montre sur mon bureau. Oh, bien, dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Tu allais donner ça à papa. Je vais la lui apporter, ça pourrait arranger les choses. Elle a tendu la main pour la prendre. J'ai été plus rapide, ma main couvrant la boîte. Non. Le mot est resté en suspens dans l'air. Comment ça, non? S'est-elle moquée. J'ai acheté ça pour mon beau-père. J'ai acheté ça pour mon beau-père, ai-je dit, la voix basse et dure. Je n'en ai plus. Tu t'en es assuré. La condition du cadeau n'a pas été remplie. Joseph s'est avancé en bombant le torse. Et, mec, ne sois pas un crétin. C'est une montre. Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. C'en est une. Et c'est la mienne. Jessica, prends tes vêtements et tes effets personnels. Rien d'autre. Tu as 1 heure. Le choc sur son visage était profond. Elle avait confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils ont pris quelques cartons et sont partis. Mais le plus grand combat était encore à venir. Et il concernait la seule chose qu'elle ne pouvait pas emballer dans un carton, le bail de l'appartement. Mise à jour 3. La suite de leur visite a été tendue. Je savais que je devais la faire retirer du bail. Suivant les conseils de mon avocat, j'ai envoyé un avis formel par courrier recommandé et par email. Il stipulait qu'elle avait 30 jours pour coordonner le retrait de ses affaires restantes et signer les documents de transfert de bail. C'était une procédure standard et légalement solide. Je m'attendais à un combat. Je ne m'attendais pas à une coupure de courant. 1 semaine après avoir envoyé la lettre, mon appartement est devenu sombre. Mon internet est mort. J'ai vérifié le site web de la compagnie d'électricité. Le compte, au nom de Jessica Vance, était en retard de paiement et avait été résilié. Dans sa sortie dramatique, elle avait oublié de payer les factures qui étaient uniquement à son nom. J'ai ressenti une montée de fureur, suivie d'un sombre sentiment de satisfaction. C'était une conséquence de ses propres actes. Le lendemain, j'ai appelé la compagnie d'électricité pour créer un nouveau compte. L'agent m'a informé que, comme il y avait un solde impayé lié au logement, je devais soit le régler pour obtenir le service immédiatement, soit passer par un long processus pour prouver ma nouvelle occupation, ce qui pourrait prendre des semaines. J'étais piégé. J'avais besoin de travailler. En maudissant, j'ai payé les $480 qu'elle devait. J'ai payé sa dette pour garder mes lumières allumées. J'ai envoyé une capture d'écran du reçu à elle et à Suzanne avec pour objet, facture finale, et je les ai immédiatement bloquées toutes les deux. La véritable confrontation a eu lieu vendredi dernier. Mon portier, Charles, m'a appelé. Thomas, Jessica est en bas. Elle dit qu'elle est résidente et exige l'accès à son appartement. Son badge ne fonctionne pas. Mon avocat m'avait dit de faire désactiver le badge après qu'elle ait reçu l'avis formel. Elle est avec quelqu'un? Ai-je demandé. Le type bronzé, a dit Charles. Il fait les 100 pas comme un crétin. D'accord, Charles.
Ne la laissez pas monter. Dites-lui qu'elle doit convenir d'un rendez-vous avec moi par écrit, conformément à l'avis légal. Si elle refuse de quitter le hall, veuillez appeler la police. J'ai raccroché, le cœur battant. C'était le moment. J'ai attrapé le dossier avec une copie du bail et le reçu du courrier recommandé et je suis descendu. La scène était pire que je ne l'imaginais. Jessica criait sur Charles. Joseph, comme on pouvait s'y attendre, filmait la scène avec son téléphone. Le voilà. A-t-elle hurlé. Dites-lui. Dites-lui qu'il ne peut pas m'enfermer dehors. Comme par un fait exprès, 2 policiers sont entrés. Jessica a immédiatement tourné son spectacle vers eux. Dieu merci. Il m'a expulsé illégalement, il a coupé mon électricité et il retient mes affaires en otage. Quand elle a eu fini, l'un des officiers, un homme à l'air fatigué qui en avait clairement vu d'autres, m'a regardé. Monsieur, que se passe-t-il? Je n'ai pas commencé par mes preuves. J'ai juste regardé Jessica. Jessica, tu es partie. Tu as abandonné l'appartement. Je t'ai envoyé un avis légal pour convenir d'un moment pour prendre tes affaires. Tu ne l'as pas fait. Au lieu de ça, tu te pointes et tu fais une scène. À l'officier, j'ai dit. C'est un litige civil. Elle est la titulaire principale du bail, mais elle a déménagé. Je lui ai donné un avis formel pour récupérer ses biens. Elle refuse de suivre la procédure. J'ai brandi le dossier. J'ai toute la documentation. L'officier a soupiré, sans même regarder mon dossier. Madame, est-il vrai que vous ne vivez plus ici? Eh bien, je suis chez un ami, il m'a forcé à partir, a-t-elle balbutié. D'accord, a dit l'officier, sa patience à bout. C'est une affaire civile. Nous ne nous impliquons pas dans les litiges de bail. Mais ce que vous faites en ce moment, c'est causer un trouble à l'ordre public. Vous devez quitter les lieux. Vous pouvez l'emmener au tribunal si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas rester ici et crier sur les gens. Partez maintenant ou vous pourriez être verbalisé pour trouble à l'ordre public. La défaite sur son visage était absolue. Ce n'était pas une victoire nette pour moi, juste un déballage public et désordonné de notre drame. Mais c'était suffisant. Joseph avait arrêté de filmer. Ils ont tourné les talons et sont partis. En retournant à l'ascenseur, Charles m'a fait un signe de tête sympathique. Désolé, mec. Ce n'est pas ta faute, Charles, ai-je dit. Merci d'avoir géré ça. La bataille était terminée, mais pas la guerre. Elle devait encore récupérer ses affaires, et j'avais le sentiment que l'acte final allait être pathétique. Mise à jour finale. Ça fait un moment. Le compte à rebours de 30 jours a expiré. Le dernier jour, j'ai reçu un email laconique de la part d'un avocat qu'elle avait clairement réussi à engager en raclant les fonds de tiroir. Il fixait une heure pour qu'elle récupère ses effets personnels et incluait une copie signée du transfert de bail. Elle avait plié. Le jour du déménagement fut une affaire triste et silencieuse. Pas de Joseph, juste 2 déménageurs. Elle ne me regardait pas. Elle a juste traversé l'appartement en désignant les boîtes que j'avais soigneusement emballées, son visage un masque de ressentiment glacial. Le tout a pris moins d'1 heure. Alors que les déménageurs emportaient un horrible lampadaire qu'elle adorait, son cordon s'est accroché et la base en céramique s'est fissurée. Jessica a tressailli et un petit son presque inaudible s'est échappé de ses lèvres. C'était la seule émotion qu'elle a montrée. Et puis elle est partie. Le silence qui a suivi était le son le plus pur que j'ai jamais entendu. L'histoire ne se termine pas là, mais j'ai dû reconstituer le reste à partir de fragments. Il n'y avait pas de source unique, pas de rapport de renseignement satisfaisant. La vie n'est pas si simple. J'ai appris par un ami commun qui travaille dans l'événementiel que Richard Vance était entré dans une fureur noire, appelant chaque fournisseur, menaçant de poursuites et de mauvaises critiques. Mais les contrats sont les contrats. L'ami a estimé leur perte à bien plus de $100 000. La perte principale, cependant, n'était pas financière. C'était l'humiliation. J'ai croisé une autre vieille amie à l'épicerie. C'était gênant, mais après quelques minutes, elle m'a dit avec hésitation que Jessica et Joseph avaient eu une rupture publique massive. La rumeur disait qu'une fois le soutien financier de son père coupé, l'intérêt de Joseph pour son « énergie vibratoire » avait chuté. Il était parti en moins d'1 mois. La dernière pièce est venue d'un email venimeux que Suzanne m'a envoyé après que je lui ai transféré la dernière facture de service public payée.
C'était une tirade décousue et pleine de reproches qui, entre les lignes, dépeignait une famille en pleine tourmente, un mari furieux, une fille désemparée, et elle au milieu, me blâmant pour tout le désastre. Quant à moi, je vais bien. Le premier mois a été consacré à la colère et à la logistique. Le second, à surmonter le deuil. Pas pour Jessica, mais pour le mensonge que j'avais vécu. J'ai pleuré l'imbécile que j'avais été. Certaines nuits, l'audace pure et simple de sa trahison me frappe encore, et je ressens cette vieille colère brûlante. Mais ensuite, je me réveille dans mon appartement calme, un appartement qui est maintenant vraiment le mien, et je ressens un profond sentiment de paix. J'ai vendu la bague de fiançailles. J'ai utilisé l'argent pour rembourser les dernières dettes liées au mariage que j'avais contracté et j'ai mis le reste de côté. C'était comme fermer un mauvais compte. Et la montre, le chronographe sur mesure pour Richard? Elle est toujours dans sa boîte, rangée dans mon coffre-fort. Pendant un moment, j'ai pensé à la vendre, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas un trophée. C'est juste un rappel. Un rappel que mon instinct essayait de me dire quelque chose depuis des mois. Un rappel que ma réponse calme et méthodique n'était pas une question de vengeance, mais de survie. C'est un monument à la balle la plus chère que j'ai jamais esquivée. Merci à tous de m'avoir écouté. Il est temps de me déconnecter et d'aller vivre la vie qui m'attend réellement.